Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, on va désormais parler d'intelligence artificielle et de e-commerce. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Vidal, qui est consultant en e-commerce, SEO, et qui représente la société 400 Digone PrestaShop. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Ouais. Bon, je vais vous demander d'être un peu indulgent parce que vous vous rendez peut-être pas bien compte de votre côté, mais moi j'ai un peu l'impression d'être au Stade de France avec l'amphithéâtre devant moi. Alors un Stade de France en période de Covid, hein, mais Stade de France quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a prévenu qu'il y a 2500 personnes en visio, donc tout va bien. Allez, aujourd'hui, je voulais vous parler d'intelligence artificielle et je me suis dit qu'on allait faire ça sur le thème de C'est pas sorcier avec mon ami Jamy qu'on va retrouver au fur et à mesure de la conférence. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous présenter des algorithmes complexes ni de rentrer dans des détails de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais c'est plus de vous présenter des solutions concrètes qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour optimiser vos sites e-commerce et faire plus de ventes, tout simplement. Alors, je ne vous présente plus Jamy, qui va m'assister aujourd'hui, journaliste et vulgarisateur. Et Jamy, qui n'est visiblement pas ici sur la scène, a un message pour vous ce matin. Salut, c'est Jamy. L'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit dans les livres ou dans les romans, c'est un fantasme qui tourne au fantastique. Un petit côté futuriste. Et ça tombe bien, car c'est la technologie de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Et vous allez voir, nous ne sommes qu'au début de la révolution. Oui, je sais, j'aurais dû être présent avec vous aujourd'hui à Lyon, mais une contrainte technique me prive de vous rencontrer. Mais heureusement, je ne suis pas seul pour vous faire découvrir les applications de l'intelligence artificielle dans le e-commerce. Je suis avec mon ami Christophe Vidal, Chris, qui va tout vous expliquer. Allez, je vous propose de rejoindre Chris en direct au Blend Web Mix. Merci Jamy. Bon, vous l'avez compris, Jamy ne m'a pas fait ce petit message, et là, c'est de l'intelligence artificielle. On a tout simplement utilisé du machine learning pour venir plaquer une vidéo que j'ai moi-même préparée sur un visage de Jamy, et donc on lui a fait bouger les yeux, bouger la bouche, et on lui a mis des mimiques qui sont mes mimiques. Donc on reparlera un petit peu de tout ça au fur de la conférence, mais c'est un des premiers éléments qui peut faire un petit peu peur. Alors je voulais remercier Rémi de l'équipe 400 Digone qui m'a aidé à préparer cette petite supercherie. Allez, bon, très rapidement, qui je suis. Donc je suis consultant e-commerce et SEO pour l'agence 400 Digone. Je vous ai mis là-dessous un certain nombre de logos, on ne rentrera pas dans le détail. Moi, je bosse sur la partie PrestaShop de 400 Digone. Et pour la petite histoire, vous pouvez me retrouver presque toutes les semaines en vidéo sur la chaîne SEMrush et aussi sur la chaîne du SEO Camp, où j'anime tous les vendredis matins l'actu web by SEO Camp. Si vous voulez vous tenir informé de l'actu du SEO et du web au général, rejoignez-nous, c'est en live. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va faire une rapide présentation de ce qu'est l'intelligence artificielle, encore une fois sans rentrer dans les détails. Puis on va parler de différents points qui vont permettre d'utiliser cette intelligence artificielle pour optimiser vos sites e-commerce. On va parler de personnalisation de l'expérience utilisateur, de génération automatique de contenu. Et restez bien connectés pour ça en ligne ou dans la salle. On va vous présenter un peu en exclusivité des générations de contenu avec GPT-3. On va parler de publicité et de marketing et enfin d'optimisation de vos flux produits et de votre logistique grâce à l'intelligence artificielle. Allez, on démarre. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un truc qui fait un peu peur, et comme l'a dit Jamy, on est à mi-chemin entre le fantasme et le fantastique. Et c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle, c'est une nouveauté. En gros, les algos qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle, on les a depuis des dizaines d'années. Dans les années 50, on avait déjà créé des algos d'intelligence artificielle. Mais on n'avait pas les machines qui permettaient de gérer la masse de data nécessaire pour utiliser ces algos. Alors moi, pour décrire l'intelligence artificielle, j'aime bien cette petite citation de Michel Pavelka qui dit « La connaissance sans sagesse est de l'intelligence artificielle ».
En gros, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent, elle ne réfléchit pas. Donc elle est capable d'analyser et de corréler des données en essayant de reproduire le mode de pensée d'un humain. Mais c'est tout ce qu'elle fait. Alors cette intelligence artificielle, on en parle de plus en plus et au fil des années, elle est mise en avant. Et notamment, il y a eu un événement en 2014 où on a une intelligence artificielle de Google, AlphaGo, qui a battu le champion de l'époque, Lee Sedol. Et donc, pour la petite histoire, AlphaGo avait joué près de 5 millions de parties contre elle-même avant d'affronter Lee Sedol. Et on s'était imaginé de calculer combien ça aurait pris de temps à Lee Sedol pour lui-même préparer cette partie. Il lui aurait fallu la bagatelle de 200 000 ans pour faire ça. Donc forcément, ce n'est pas tellement possible pour un être humain. Rapidement, les 3 niveaux d'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. Le premier niveau, c'est l'ANI, ou Artificial Neural Intelligence. C'est typiquement le cas d'AlphaGo. C'est une intelligence artificielle qui ne sait faire qu'une seule chose. L'AGI, des choses qu'on va un peu plus voir aujourd'hui, donc c'est l'Artificial General Intelligence. Ça va être capable de résoudre des problèmes variés de la manière où on pourrait le faire l'homme. C'est-à-dire que dès qu'un processus que fait l'humain est automatisable, l'intelligence artificielle peut intervenir. Et enfin, le 3e niveau, c'est le niveau qui fait peur, ASI, Artificial Super Intelligence. C'est l'IA qui a des capacités supérieures à celles de l'être humain. C'est l'IA qui se rebelle dans les films, etc. etc. Alors, les 3 grandes disciplines de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning, le deep learning et le réseau de neurones. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, on voit que finalement, ce sont des sous-ensembles les uns des autres. L'intelligence artificielle, c'est la discipline principale. Le machine learning en est une partie. Et encore intégré dans cette partie de machine learning, on retrouve les réseaux de neurones. Et enfin, le deep learning. Je vous ai mis ici un petit schéma qui explique ce que fait l'intelligence artificielle. Grosso modo, elle est capable d'analyser des photos, elle est capable d'analyser de la synthèse vocale, de traiter du langage, de s'en faire une représentation de la connaissance, de raisonner et d'agir. Alors moi, pour ne pas vous embêter et pour vulgariser au maximum en mode Fred et Jamy dans C'est pas sorcier, je vous fais une analogie très simple entre le machine learning et le deep learning. Grosso modo, le machine learning, c'est un ULM, vous êtes 2 dessus et vous avez un peu peur, ça ne va pas très vite. Et le machine learning, c'est un gros Airbus à 380, il est capable de générer plein de données et il va très vite. Enfin, de générer plein de passagers, pardon. Alors, quelles sont les applications du machine learning, de l'IA et du machine learning pour le e-commerce? On va retrouver 2 grandes typologies d'applications, des applications donc basées sur le machine learning et beaucoup basées sur la reconnaissance d'images, et une deuxième partie basée sur la génération de langage naturel ou le traitement de langage naturel. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment je vais optimiser mon site e-commerce avec de l'IA et du machine learning? Première chose, on va travailler sur la personnalisation de l'expérience utilisateur en temps réel. Première chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, ça existe déjà, ce n'est pas du futur, c'est d'optimiser le moteur de recherche de votre site internet. L'idée, ça doit être de trouver le plus rapidement possible des produits qui correspondent exactement à l'attente de vos clients. Je vous ai mis un petit exemple ici de moteur de recherche qui est fait avec DoFinder, qui est une solution de recherche basée sur l'intelligence artificielle. Et ici, je vous ai noté un ensemble de points qu'un moteur de recherche dopé à l'IA va pouvoir faire. Donc moi, je viens encore une fois du monde PrestaShop. Pour les gens ici qui font du PrestaShop, vous savez que le moteur de PrestaShop de recherche, il est ras des pâquerettes, il ne sait pas faire grand-chose. Donc quand on vient mettre de l'IA là-dedans, on se retrouve avec un moteur de recherche qui est capable de comprendre des fautes d'orthographe, qui est capable de comprendre des synonymes, capable de faire des recherches par couleur, il fait de l'autocomplétion, il est capable de rechercher aussi bien sur des catégories que sur des produits, il peut chercher dans votre blog comme dans votre catalogue, il sait faire de la recherche vocale, de la recherche par image, il peut accorder plus ou moins d'importance à des produits ou à des catégories, puis il est intelligent, il peut pousser des offres commerciales au milieu des recherches. Et surtout, ce moteur de recherche intelligent, il va vous donner des statistiques pour savoir ce que vos internautes ont cherché réellement sur votre site. Et petite astuce de SEO que mon collègue Patrick a indiqué aussi hier lors de sa conférence, ces résultats de recherche dans lesquels vous trouvez ce que tapent réellement les internautes dans le moteur de recherche interne de votre site internet, pensez à les utiliser pour votre SEO.
pouvez avoir de très très bonnes surprises. Donc en résumé, ce moteur de recherche, il est intelligent, il est prédictif, il est dynamique, il est rapide, il est intuitif. Alors comment ça marche ? Tout simplement, il va vous espionner, il va regarder ce que vous faites sur le site, les pages que vous avez vues, les produits que vous avez consultés, ce que vous avez ajouté au panier. Potentiellement, si vous êtes connecté à votre compte, il va voir les anciennes commandes que vous avez faites précédemment. Et en fonction de ce comportement, il va vous segmenter, il va vous cibler et vous mettre dans un profil d'utilisateur de manière à vous présenter les produits dont vous avez vraiment besoin à l'instant T. Je n'ai pas parlé aussi de géolocalisation. Si je suis dans du multicanal avec du click and mortar, pourquoi pas vous proposer en priorité dans vos résultats de recherche des produits que vous pouvez trouver dans la boutique à côté de chez vous, etc. etc. Les possibilités sont illimitées. Deuxième champ d'action du machine learning, en complément de ce moteur de recherche, c'est les recommandations, les ventes suggestives. On va aussi parler de navigation prédictive et donc de personnalisation en temps réel du site internet en fonction de l'internaute présent sur le site. Le fonctionnement, franchement, c'est exactement le même. On va vous reconnaître de manière non intrusive en respectant le RGPD. On va observer, on va regarder ce que vous faites, on va enregistrer toutes vos actions, on va vous cibler et on va vous pousser, on va personnaliser le site en temps réel pour mettre les bons blocs aux bons endroits en fonction de votre maturité par rapport à l'acte d'achat et en fonction de tout un tas de critères qu'on aura définis dans le back-office de l'intelligence artificielle. Alors pour la petite histoire ici, on voit qu'un utilisateur voit en moyenne 15 produits par visite. Donc si vous avez des gros catalogues, il n'a quasiment aucune chance de voir les bons produits qu'il cherchait réellement. Et l'IA va permettre de pousser les bons produits au bon moment. Je vous ai mis un petit graphe là-haut. Je ne sais pas si ça marche. Ça, ce petit graphe, ça n'a pas grand-chose à voir avec le e-commerce, mais en l'occurrence, c'est un petit graphe de décision de Spotify pour vous proposer les chansons en fonction de ce que vous aimez. Donc on a tous l'habitude de voir ça, on voit que ça fonctionne très très bien, on le voit tous aussi, on l'a dans Netflix. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu toutes les séries espagnoles ou mexicaines possibles dans Netflix. Alors, pour ceux qui suivraient le truc et qui veulent plutôt regarder le foot maintenant, je vous le dis tout de suite, c'est Marie Feur qui a tué Sarah. Allez, on enchaîne. Ok, les différentes recommandations, on vient d'en parler dans le détail, on ne va pas rentrer, aller plus loin. Tout ce que le moteur d'IA basé sur le machine learning va pouvoir faire, il va pousser des articles en fonction de votre logique commerciale, en fonction des visites antérieures, selon vos goûts, selon la saison, etc. etc. Typiquement, il fait 35 dehors, vous êtes une bonne partie qui est en short en ce moment. Je peux imaginer que mon machine learning va vous pousser des shorts ou des jupes d'été de manière assez évidente. Allez, un truc sur lequel on passe pas forcément, on peut passer à côté, mais qui est vraiment important, c'est l'impact de l'IA sur l'A/B testing. Vous le savez, en termes de e-commerce, faire de l'A/B testing, c'est la base. Il faut vraiment aller tester vos différents messages, vos différents produits, voir ce qui performe le mieux. La problématique aujourd'hui, quand vous faites de l'A/B testing, c'est que vous allez quelque part tester un critère, un deuxième critère, un troisième critère. C'est assez difficile déjà d'avoir des résultats matchés dès qu'on est dans un environnement multicritères. Puis surtout, derrière, il faut analyser des statistiques et prendre des décisions. Avec l'IA, les tests prédictifs et l'A/B testing prédictif, plutôt que d'analyser, on va laisser l'IA choisir. C'est-à-dire qu'elle va analyser les statistiques automatiquement et elle va aller ventiler directement les internautes sur ce qui convertit le mieux. Et donc, plutôt que de faire des tas d'allers-retours, vous allez mettre en place des systèmes qui vont automatiquement choisir les meilleures solutions. Vous pouvez même mettre en place automatiquement des systèmes de rollback. Vous testez une fonctionnalité, si elle ne fonctionne pas, parce que l'IA va collecter les données, analyser et faire des statistiques de retour sur investissement, vous pouvez automatiquement revenir à la version précédente de manière totalement automatique. Donc, comment tout ça fonctionne? C'est le principe des bandits manchots. Si vous pouvez chercher ça sur Internet. Ça va permettre de segmenter les audiences, de créer les variations, de définir les différents objectifs, d'envoyer le trafic au bon endroit, de suivre les résultats et d'adapter votre site Internet. Donc en résumé sur cette partie, l'intelligence artificielle, grosso modo, si on l'appliquait dans la vraie vie, j'ouvrirais la porte du magasin et là, un peu comme dans la matrice, le magasin viendrait se créer automatiquement pour moi avec les bons rayons, les bons produits, le bon vendeur, celui qui ressemble au look que j'aime bien, etc., etc. C'est impossible dans la vraie vie.
A priori, sur Internet, c'est possible. Allez, on enchaîne sur le point suivant, la génération automatique de contenu. Donc là, depuis... pardon, j'ai oublié cette petite slide, petite citation. Plus on parle, plus on vend. Alors nous, en l'occurrence, hier, sur le stand de 410 Gaunes, dans le village, on a beaucoup parlé. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Alors c'est Stéphanie, ma meilleure commerciale, qui m'a filé cette petite astuce. Et Stéphanie, eh ben, elle parle beaucoup avec ses clients, et donc elle vend bien. Mais le problématique, c'est qu'elle a créé une armée de conseillers clientèle. Mais pas de bol, le soir, ces conseillers clientèle, ils sont chez eux et ils font eux-mêmes des commandes sur Internet. Ils ne sont pas en train de répondre à leurs clients qui sont en train, eux aussi, de commander sur le site. 60% des transactions ont lieu le soir ou le week-end sur votre site Internet. Et là, il n'y a plus personne pour leur répondre. Eh bien, Stéphanie, elle a un nouvel ami qui s'appelle les chatbots. Alors là encore, c'est pas nouveau. Le test de Turing, ça date des années 50. C'était un test qui, grosso modo, permettait de savoir si vous parlez à une machine ou à un humain. Pour la petite histoire, pour les fans de science-fiction, les fans de Blade Runner, on est sur le principe du test de Voight-Kampff, qui avait une finalité un peu différente, puisque si on ne passait pas le test, on était tué. Alors les chatbots, au fil des années, ils ont évolué. Les premiers chatbots, à l'image des tests de Turing, c'était des réponses à des questions, oui, non, style QCM. Ensuite, étape 2, on est arrivé sur des chatbots qui étaient capables d'identifier des mots-clés dans les questions et de venir donner des réponses qui avaient été préécrites. Et aujourd'hui, avec le machine learning et ce qu'on va voir juste après, on arrive sur des chatbots qui sont contextuels, qui retiennent les conversations qu'ils ont eues et qui sont capables de personnaliser les réponses. Alors, je vais faire un peu mon rabat-joie, encore une fois, mais n'oubliez pas que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente et que le chatbot n'a pas non plus une once d'intelligence. Et pour la petite histoire, rappelons-nous du destin funeste de M, l'assistant virtuel de Facebook, qui est parti à la retraite 2 ans après sa création, en 2018. Alors, un chatbot intelligent dopé à l'IA, ça va être capable de lire, de comprendre, de répondre à des messages très rapidement, ça va être capable de conseiller un internaute dans son achat, de proposer des produits personnalisés, de donner des informations supplémentaires sur un article, donner des guides détails, donner des notices d'utilisation. Ça va indiquer les modalités de retour, les modalités de paiement, les modalités de remboursement. Ça va venir en complément de la fonctionnalité de recherche de votre site, puisque ça va permettre d'utiliser du langage naturel et vraiment l'utilisateur on pourra poser des questions pour obtenir des résultats. Et au final, ça va pouvoir se transformer en personal shopper. Et là, j'ai Stéphanie qui me dit « Non, mais t'es en train de me piquer mon travail. Que vont faire mes équipes de conseillers clientèle ?» Et l'objectif, il n'est pas là. Il faut comprendre que l'IA, demain, il va être collaboratif avec vous et il va venir faire les tâches simples et automatisables. Et vos équipes de chargés de clientèle, elles, vont aller prendre en main les questions à forte valeur ajoutée. Donc il y a un vrai rééquilibre à faire, mais en tout cas, ça va être gagnant-gagnant. Allez, pour finir sur les chatbots, par contre, contrairement à Stéphanie et son équipe, les chatbots, ils sont toujours de bonne humeur. Ils ne sont jamais levés du mauvais pied. Et pour le coup, on peut les doter d'une réelle personnalité. Et ils peuvent avoir de l'humour, ils peuvent être sympathiques, et en tout cas, ils vont être porteurs de l'image de marque de votre entreprise. Et très clairement, l'internaute peut s'identifier à la relation avec son chatbot, et ça peut créer aussi de la fidélité pour votre site. Allez, on arrive au gros thème de la journée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de GPT-3. Alors, si vous avez entendu parler, vous applaudissez, sinon vous n'applaudissez pas. Qui a entendu parler de GPT-3 ? Ok, allez, vous êtes nombreux, je vois que les meilleurs sont devant. Alors, GPT-3, c'est un algorithme de génération automatique de contenu qui est créé par une société qui s'appelle OpenAI. Alors, pour la petite histoire, OpenAI, c'est une boîte qui a été créée par un certain Elon Musk. Là, je pense que tout le monde peut applaudir, tout le monde connaît Elon Musk. Moi, quand je pense à Elon Musk, je pense à mon copain Bruno, avec qui je joue au golf, qui boursicote des bitcoins et qui déteste Elon Musk. Mais changeons de sujet, Elon Musk a donc investi dans une société qui est capable de faire de la génération automatique de contenu en utilisant des réseaux de neurones. Et GPT-3
ça a crawlé l'ensemble du web pendant entre 2016 et 2019, donc durant 3 ans, et GP3 a crawlé 45 téraoctets de données sur le web pour créer une immense structure de données, un énorme big data qui contient toutes les données du web pendant 3 ans, et ils sont venus aussi rajouter des livres, des dictionnaires. En gros, l'idée, c'était de donner à GPT-3 une connaissance universelle, de manière à ce qu'il soit capable de générer du contenu en se basant sur ce qu'il a appris. Et là où c'est très fort, c'est qu'avec toutes ces connaissances, GPT-3, il est capable de respecter des choix de sentiments, il peut mimer un auteur, on peut lui dire « écrit comme Victor Hugo », il est capable d'adapter le niveau d'un texte en fonction de la personne qui va le lire. En gros, il est capable de générer n'importe quel type de texte, du poème à la fiche produit, en passant par les fiches techniques, des articles de journaux, etc., etc. Et en allant plus loin, il peut accomplir n'importe quel type de tâche. Quand on va sur GPT-3 dans le dashboard, on voit par exemple qu'il nous propose de traduire du JavaScript en Python pour les développeurs qui seraient ici. Quelques exemples concrets pour le e-commerce. Je peux lui demander de créer des landing pages, je peux lui demander de créer des slogans, je peux lui demander de créer des fiches produits, des publicités, de générer carrément des emails marketing, des résumés de texte, je peux lui demander d'ajouter des call to action dans mes descriptions, je peux optimiser mes métadonnées et optimiser mes textes. Ce ne sont que des exemples, mais il est capable de faire tout ça. Et avec mon ami Patrick ici présent, on s'est amusé à vous générer une fiche produit qui présente l'Oculus Quest 2. Je vous rappelle qu'un Oculus Quest 2 a gagné sur notre stand, donc venez taper 2-3 coups de golf et vous pourrez gagner un Oculus Quest. L'Oculus Quest, c'est un outil qui est tout récent, donc en 2019, il n'existait pas, donc on pouvait se dire, est-ce que GPT-3 va être capable de générer du contenu? Visiblement, c'est quand même pas vilain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on n'a pas écrit une ligne avec Patrick, on a demandé juste à GPT-3, allez, file-moi la description d'un Oculus Quest 2. Je trouve ça pas vilain. Deuxième exemple, on a demandé à GPT-3 de nous gérer un contenu sur un outil multifonction Parkside. Et là, pour le coup, on lui a filé un peu plus d'informations, puisqu'on a été lui donner, dans ce qu'ils appellent le playground de GPT-3, l'ensemble des caractéristiques du produit. Donc ça, c'est des caractéristiques que généralement on va avoir dans notre PIM, notre Product Information Management, ou qu'on va avoir stocké dans des fichiers à différents endroits. Mais on va tout simplement donner cette liste de caractéristiques à GPT-3 et il va être capable de nous générer, tout seul comme un grand, une fiche produit. Alors combien ça coûte GPT-3? Alors, je vous rappelle déjà qu'aujourd'hui, c'est un programme qui est en version bêta, donc c'est limité à un certain nombre d'utilisateurs. Et si vous voulez venir voir comment ça fonctionne, venez chez nous sur le stand de 410 secondes. On a eu la chance d'être sélectionné dans les utilisateurs bêta. On peut vous montrer ça en exclusivité sur le Blend, sur notre stand. N'hésitez pas à venir nous consulter pour voir ça. Un petit exemple, si on voulait générer 3500 fiches produits de 300 caractères chacune, ça nous coûterait moins de 150 €. C'est imbattable. Rapidement, pour nos fiches produits, on peut lui demander de respecter des règles SEO, on peut lui demander de maîtriser un taux de similarité si on veut générer plusieurs variations de nos fiches produits pour envoyer sur différents canaux ou différents canaux ou différents marketplaces. On peut lui dire d'utiliser certains mots-clés, de générer du balisage, les fameux balisages chaînes, on peut créer des liens entre les produits, on peut intégrer des éléments evergreen de type marronnier marketing, on peut faire de la traduction et on peut exploiter l'ensemble des données de notre système d'information. Allez, en complément de cette génération de fiches produits par GPT-3, l'IA va aussi nous permettre de gérer du contenu automatiquement à partir d'une image. On l'a déjà aujourd'hui, par exemple, avec Google Vision. On file une image à Google Vision est capable de nous ramener un descriptif de l'image, des mots-clés qui correspondent à ce qu'il y a dessus l'image. Mais on peut aussi faire l'inverse, et ça peut être rigolo en termes de e-commerce. On peut lui filer une description, et avec DALL-E, qui est aussi un outil de OpenAI, à partir d'une description, il est capable de créer une image. Donc là, on peut faire quand même des choses assez rigolotes. En complément, l'intelligence artificielle va vous permettre de faire un certain nombre de choses dans votre PIM, comme de la classification automatique dans les bonnes catégories en fonction du visuel du produit, etc. Allez, je regarde ma montre, on est bien, cool. Alors, en termes de publicité et de tracking, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle?
Alors, le publicité, ça va vraiment se rapprocher finalement du mécanisme de personnalisation qu'on a vu tout à l'heure de navigation prédictive. L'idée, ça va être de venir classer les internautes selon certains segments pour leur envoyer des offres personnalisées qui leur correspondent. Il y a deux approches possibles. La première approche, qui est l'approche classique qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est grosso modo, on va chercher les personnes qui se ressemblent en regardant un nombre faible de gros critères importants. La classe d'âge, les centres d'intérêt, les zones géographiques. C'est ce qu'on appelle les audiences de type lookalike, que je vous conseille par exemple d'utiliser dans vos réseaux sociaux. Générer à partir de vos fichiers clients des audiences lookalike dans Facebook. Vous allez pouvoir faire de la publicité à un coût défiant toute concurrence et vous allez toucher vraiment des clients qui vous correspondent. Mais il y a un deuxième segment, une deuxième façon de segmenter qui peut être beaucoup plus pertinente. C'est plutôt que d'analyser quelques gros critères, c'est d'analyser des milliers de petits critères, de manière à aller chercher quelque part les anomalies statistiques et les aspérités, et venir du coup proposer exactement le produit qui correspond à des niches, à des segments ultra nichés. Donc ça, c'est moins courant de voir ça, et ça peut être assez sympa à mettre en place. L'IA nous permet de générer aussi automatiquement des publicités. Alors, vu qu'on a un peu de temps, je vais essayer de vous la mettre. Du coup, je pensais être en retard, mais tout va bien. Donc ici, Nike a fait bosser un machine learning sur 7 ans de publicité pour générer une nouvelle pub. Hop. Alors, vous allez voir, c'est assez simpliste, hein, mais peu importe. Allez. Je vous le mets en plein écran. For others, it's just something we made up. Because I was born believers. If you can't beat them, legend that thing. So what are you gonna do to accomplish your crazy dream? Athletes around the homecoming, we hear crazy. Life is not fair. If you have only one hand, don't just watch a marathon. First, marathon. I'm not an overnight believer. Don't just be the world. Take dive, and they live a runner after. Be the fastest runner in your own. Because you can't be a dream. It's scary. Bon, c'est bluffant quand même pour une IA, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un peu estomaqué malgré tout. Hop, je suis en train de la relancer. C'est bon. L'intelligence artificielle, le machine learning, ça va aussi avoir un impact sur le tracking publicitaire. Vous avez tous entendu, RGPD, fin des cookies. Vous inquiétez pas pour les GAFAM, etc. Ils ont déjà, eux, toutes les technos qui vont bien pour vous traquer. Rapidement, je vous parle de Google Flock, Federated Learning of Cohorts. En gros, via Google Chrome, Google va vous traquer finalement exactement comme quand vous aviez des cookies avant. Il va analyser votre comportement en permanence. Il va venir vous ranger dans des groupes, ce qu'ils appellent les cohortes. Et en fonction de ça, ils pourront vous balancer des publicités personnalisées, exactement comme ils le faisaient jusqu'à maintenant avec les cookies. Donc ça les fait bien marrer, le cookie-less et le RGPD. Allez, dernier champ d'application de l'IA pour vos sites e-commerce, c'est l'intégralité de vos flux produits. Alors, on va d'abord pouvoir parler d'une industrie 4.0 dès la partie production. Vous allez pouvoir produire mieux, moins cher et surtout de manière plus écologique. Vous allez dépenser moins d'énergie pour produire de la même manière. Vous allez pouvoir, en fonction des statistiques de vente et de statistiques de stock, gérer vos productions en flux tendu. Vous pouvez mettre en place, et ça existe aussi déjà, de la maintenance prédictive. On a des capteurs sur les machines qui permettent d'analyser les bruits, d'analyser les mouvements, savoir si tout se passe bien pour la machine et le cas échéant, venir la réparer avant même qu'elle tombe en panne. Là, on est un peu dans les précogs de Minority Report, on prédit l'avenir. Ce n'est pas des meurtres qu'on prédit, mais on prédit si la machine va planter. On peut, via l'analyse d'images, venir en temps réel sortir tous les produits qui ont des défauts de conformité. Et nécessairement, plus ça va, plus on va automatiser avec les robots. Aujourd'hui, on le voit chez Amazon, etc. On a des petits robots qui vont faire le picking. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça chez des gros e-commerçants. C'est quand même assez impressionnant à voir et ça diminue énormément le nombre d'erreurs.
Si on continue dans ce sens-là, sur ce picking-là, en effet, on va pouvoir optimiser la préparation des commandes, soit par des robots, mais soit tout simplement par des humains à qui on va indiquer le bon cheminement pour trouver les bons produits. Là encore, moi j'ai eu l'occasion de visiter Spartou, là, à côté dans l'est de Lyon. C'est assez impressionnant de voir comment est fait le rangement dans les rails de stockage, puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on ne va pas retrouver toutes les mêmes chaussures au même endroit. En fait, il y a un modèle de chaussure qui se trouve dans tel rack, le même modèle se trouve dans un autre rack à l'autre bout de l'entrepôt, etc. Et en fait, les produits sont dispatchés de manière totalement anarchique, entre guillemets, au sein de l'entrepôt. Mais du coup, ça permet que si vous avez un gros coup de bourre sur un produit, tous les préparateurs ne sont pas là au même endroit à faire la queue et à bouchonner devant le rack. Ils peuvent aller n'importe où dans l'entrepôt chercher le bon produit. Donc quand on arrive, ça fait une impression de bazar, mais en fait, c'est super efficace. Et ça, c'est possible grâce à des algos et grâce à de l'IA qui est capable de voir en temps réel quels sont les emplacements vides, mettre les produits à ces endroits-là et s'assurer d'une bonne répartition des produits dans l'entrepôt. Forcément, l'IA va nous permettre d'optimiser nos réassorts, de prédire les ruptures de stock. Chose un petit peu rigolote que j'ai vu passer, qui n'est pas tout à fait de l'IA, mais quand on revient à la blockchain, on a parlé des bitcoins tout à l'heure, on peut utiliser la blockchain pour faire de la traçabilité de produits. C'est IBM et Walmart qui ont mis ça en place. Ils ont une blockchain qui permet d'identifier l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, s'il y a un produit est contaminé ou s'il y a un problème sur un produit. Et dernier point que j'ai listé ici, et qui pour moi est important, et une personne en parlait hier dans sa conférence sur l'intelligence artificielle, où il expliquait qu'il y avait de l'intelligence artificielle qui avait été mise dans des entrepôts où les opérateurs se retrouvaient avec un bracelet à la cheville pour grosso modo leur donner le rythme, où aller chercher les produits, etc. Et on va à l'encontre de ce que pour moi l'intelligence doit être. Elle doit permettre d'améliorer les conditions des travailleurs, des opérateurs, mais pas les opprimer. Donc là, il faudra être vigilant. Alors, dernier petit point que je vous ai mis là en dessous, ça c'est pareil, moi ça fait partie des choses qui m'éclatent. Déjà en 2014, Amazon avait déposé un brevet autour de la préparation des livraisons avant même que les clients aient validé leur commande. Ça veut dire que dans les entrepôts d'Amazon, on est capable d'aller chercher des produits que vous n'avez pas encore commandés. Ça c'est quand même balèze. Dans votre gestion de flux produits, vous allez aussi ajuster vos prix. Donc ça, vous le connaissez déjà tous, sur Booking, sur les billets d'avion, etc. Vous y allez 3 fois dans la journée, c'est jamais le même prix. Et bien là encore, c'est nos amis du machine learning et de l'intelligence artificielle qui font leur boulot et qui essayent finalement de nous faire payer le plus cher. Alors, ce sera le meilleur prix pour le vendeur, mais pas forcément pour nous. Comment on va ajuster les prix en termes avec le machine learning? On a différents niveaux de capteurs qu'on va prendre en compte, des influences extérieures, j'en parlais tout à l'heure, il fait 35 degrés, il ne faut pas être devin pour penser que je vais acheter des shorts que je vais vendre des shorts et des maillots de bain. Je vais analyser aussi les historiques de mes ventes et aussi les impacts qu'ont pu avoir les mises à jour des prix sur les ventes les années précédentes ou les mois précédents. Je vais avoir une capacité de prédiction pour savoir ce qui va se passer. Et puis surtout, l'IA va peut-être m'aider à gérer l'imprévisible et savoir comment venir réagir en cas de situation inconnue, peut-être en rebasculant une partie de mes visiteurs sur du commerce physique, etc. Donc pas mal de choses que l'IA va faire pour nous. Et enfin, dans cette gestion de flux, l'IA va nous permettre d'optimiser notre présence sur les places de marché. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec GPT-3, on va être capable sur une même fiche produit de générer différentes variations de cette fiche produit pour envoyer la bonne fiche produit au bon marketplace. On ne va pas forcément parler de la même manière d'un produit sur Amazon ou sur ManoMano. Et donc là, l'IA va nous permettre de comprendre et de connaître les spécificités de chacune des marketplaces pour créer les bonnes fiches produits et les dispatcher au bon moment, au bon endroit. L'IA va aussi adapter les prix en fonction de la plateforme et en fonction de la concurrence. Et elle va vraiment nous permettre de gérer l'ensemble de ce flux de manière automatique sans finalement qu'on ait à intervenir. Allez, on arrive à la fin de cette conférence et je voulais juste en conclusion vous remettre 2 ou 3 enjeux de l'IA pour éviter éventuellement les dérives qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Les problématiques que l'IA peut rencontrer aujourd'hui pour se mettre en place, le machine learning, c'est qu'on peut avoir des technologies qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas adaptées à cette nouvelle technologie dite cognitive. Alors,
Très franchement, pour tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est quand même pas trop le cas. Vous prenez un PrestaShop ou un Magento, vous avez déjà des modules tout prêts qui vont vous permettre d'intégrer la recherche, qui vont vous permettre d'intégrer la personnalisation prédictive, qui vont vous permettre de gérer l'A/B testing, la gestion des flux. Finalement, tout ça, ça existe déjà aujourd'hui, c'est pas du tout futuriste. Par contre, il va vraiment falloir prendre en compte l'humain dans vos projets d'intelligence artificielle, parce qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre ce que fait l'humain et ce que fait l'IA, et surtout faire en sorte que vos équipes elles soient heureuses de travailler en relation avec l'IA et non pas contre l'IA. J'ai un ancien collègue de travail qui s'appelle John Roscher, qui a écrit différents livres sur l'intelligence artificielle, et il travaille aujourd'hui sur un concept qui s'appelle les cobots. Donc les cobots pour collaborative robot. Ça veut dire que l'IA, elle est là pour collaborer avec vous, elle ne doit pas prendre des décisions à votre place. L'IA, c'est vraiment votre GPS. Il vous dit de tourner à droite, vous avez le choix. Si vous voulez à gauche, vous y allez. Il faut qu'on reste à ce niveau-là avec l'IA parce qu'elle peut se tromper, elle peut vous faire des bêtises. Et plutôt que de vous envoyer dans un chemin de terre qui mène au bout d'une impasse, vous allez prendre la route qui tourne à droite. Et donc, vous allez avoir besoin de nouveaux collaborateurs dans vos entreprises pour mettre en place l'IA. On va parler de data scientist et d'autres postes de ce style-là. Et l'IA doit être, pour moi, créatrice d'emplois et non pas destructive d'emplois tel qu'on peut le craindre. Allez, on va finir par la note qui fait peur, la citation de Stephen Hawking. La création de l'intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Rappelons qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligente. Mais il pourrait aussi être l'ultime. Une telle forme d'intelligence pourrait s'émanciper et même améliorer sa propre conception à une vitesse toujours croissante. Les humains, limités par leur évolution biologique lente, ne pourraient pas rivaliser et seraient détrônés. À méditer. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour générer automatiquement des fiches produits. Patrick, ce fera un plaisir de vous montrer ça. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, il y a les micros en bas de chaque rangée de marche. Donc, il va falloir vous lever pour vous déplacer jusqu'au micro. Sinon, effectivement, vous pouvez voir Christophe sur son stand au village. Pas de questions. C'est que tout a été très clair, mais moi j'ai appris plein de choses. Merci. C'était passionnant. Merci beaucoup. On se retrouve à 11h30 pour la prochaine conférence. Et merci à toi, Christophe. Merci à tous. Bon salon.